Europe 1. Pascal Pro et vous. Vous écoutez Europe 1, merci de nous rejoindre jusqu'à 13h. Pascal Pro est avec vous et nous revenons maintenant, Pascal, sur le non-lieu dans l'affaire Adama Traoré pour les 3 gendarmes impliqués. Et nous sommes avec Louis de Raguenel, le chef du service politique d'Europe 1. Et dans cette affaire, les magistrats ont donc rendu une ordonnance de non-lieu pour les 3 gendarmes qu'Assa Traoré, la sœur d'Adama, désigne depuis toujours comme les responsables de la mort de son frère. Et après 7 ans d'enquête, 7 années d'expertise et de contre-expertise, la vérité selon la justice dédouane les gendarmes qui n'ont jamais été mis en examen. Et ce qui est étonnant peut-être, c'est qu'Assa Traoré, sa famille, mais aussi la gauche médiatique et culturelle, a voulu faire de cette affaire le procès de la police, le procès de la France, le procès de nos institutions, où sévirait un racisme structurel et une violence organisée contre les Noirs, disons-le. Assa Traoré est devenue une icône, reçue en majesté sur les plateaux de télévision et à la une des magazines les plus prestigieux, sans que jamais le passé judiciaire de son frère Adama soit rappelé. Et voyez-vous, ce qui m'étonne n'est pas tant l'attitude de Madame Traoré, au fond elle est dans son rôle, que la complaisance d'un système médiatique qui a glorifié une femme et épousé une cause alors que les faits exonèrent depuis le départ ces gendarmes. Et je vous ai demandé, Louis, de venir parce que vous connaissez particulièrement bien cette affaire qui finalement a mis beaucoup de temps à avoir un non-lieu parce que peut-être la justice a pris des gants parce que ces sujets aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, sont inflammables. Alors oui, s'agissant de la partie judiciaire, c'est pas que la justice a pris des gants, c'est qu'il y a eu une stratégie de harcèlement judiciaire de la part des avocats de la famille Traoré, c'était notamment Maître Bouzrou, qui lui fournissait quasiment systématiquement des avis médicaux qui n'ont pas de valeur juridique, là où l'État et la défense des gendarmes demandaient des expertises médicales pour attester qu'il n'y a pas eu de plaquage ventral des gendarmes et que ce ne sont donc pas les gendarmes qui ont provoqué la mort d'Adama Traoré. Mais effectivement, si on revient un tout petit peu en arrière, Adama Traoré, et évidemment rien ne justifiait sa mort, était quand même connu pour 17 antécédents judiciaires. Je ne vais pas vous faire une liste exhaustive, mais il avait quand même un pédigré judiciaire long comme le bras. Il était connu pour recel, violence sur policiers, extorsion avec violence, menace de mort, outrage, conduite sans permis, vol à la roulette, bref, j'en passe. Et Adama fait partie... Et un viol, voilà. Et ensuite, voilà, il a fait 2 séjours en prison, le premier de septembre 2012 à juillet 2014, puis un deuxième de décembre 2015 à mai 2016, où effectivement il a été accusé de viol par son codétenu. Et d'ailleurs, puisque en fait Adama, c'est vraiment un clan, c'est une famille, il y a 17 frères et sœurs, issus d'un mariage de 4 femmes. Son père en fait était polygame, donc voilà, avec 4 femmes, 17 frères et sœurs. Et en représailles de l'accusation pour viol contre Adama Traoré, un de ses frères, Yacouba Traoré, a fait un passage à tabac de son codétenu qui a quand même été roué de coups, à coups de planche et de barre, et il s'était fait prescrire 7 jours d'ITT. Alors, il n'empêche que ces affaires ne sont pas liées les unes avec les autres. L'affaire qui nous intéresse, c'est est-ce que les gendarmes étaient responsables ou pas de la mort d'Adama Traoré. Et la justice, pour le moment, dit non. Il va avoir un appel devant la chambre d'instruction. Ça va repartir au minimum pendant 18 mois. Absolument. C'est de nouveaux magistrats qui peuvent d'ailleurs demander de nouvelles expertises ou de nouveaux actes juridiques, mais on repart vers un calendrier qui va permettre à la famille d'Adama Traoré d'occuper encore l'espace médiatique. Absolument. Alors, ce qui va être compliqué quand même, c'est qu'il y a des choses qui maintenant sont attestées. Ce qui est attesté, c'est qu'au moment de l'interpellation d'Adama Traoré, qui avait quand même tenté de fuir, d'échapper à 2 reprises au contrôle des gendarmes, qui d'ailleurs cherchait son frère et pas lui-même. C'est parce qu'il s'est échappé, il a voulu se soustraire à un contrôle des gendarmes, que les gendarmes l'ont coursé. Le premier gendarme a immobilisé les jambes, les 2 autres, chacun un bras. Juste après l'interpellation, Adama Traoré se lève seul, sans l'aide des gendarmes. Donc, ça fait partie de toutes les contre-vérités qui sont assénées par le clan Traoré et si vous voulez, les soutiens politico-médiatiques dont il bénéficie. Adama n'est pas mort à ce moment-là, puisqu'il s'est levé seul. Et donc, ça va être aussi un calvaire, un temps de calvaire supplémentaire pour les gendarmes. Faut quand même se souvenir que donc ces 3 gendarmes et tous les gendarmes de la brigade de gendarmerie de Persan ont vécu
ont été complètement traumatisés. Il faut se souvenir que 2 jours après la mort d'Adama, il y a eu 6 jours d'émeutes à Beaumont-sur-Oise et à Persan. Il y a un hélicoptère de la gendarmerie qui a été la cible de tirs d'armes à feu, donc il y a des gens qui ont essayé de l'abattre. Il y a un bus de la RATP qui avait été dévié, qui a servi de voiture bélier pour enfoncer la brigade de gendarmerie. Donc il faut imaginer le traumatisme. Et le traumatisme a été tel, et ça c'est inédit, c'est unique dans l'histoire de la gendarmerie, tous les gendarmes locaux ont demandé leur mutation, parce que c'était plus possible de vivre pour leurs épouses, leurs enfants, leurs compagnes, et 100% des demandes ont été satisfaites par le directeur de la gendarmerie de l'époque, qui était le général Richard Liziouret. Et les 3 gendarmes, évidemment, qui étaient mis en cause, sans jamais d'ailleurs être mis en examen, ils étaient témoins assistés, ces 3 gendarmes continuent de travailler pour le moment. Alors, le principe, évidemment, c'est d'échanger avec Louis Dragnel, et pourquoi pas de lui poser des questions avec les auditeurs. Louis, est-ce que Louis est avec nous ? Un autre Louis. Je suis là. Bonjour Louis, vous êtes ingénieur, vous êtes ingénieur, vous habitez Tours, et je voulais connaître votre avis sur un sujet qui est évidemment très délicat. Et je disais, la société française, elle est inflammable, donc nous faisons évidemment attention, ce qui est bien normal lorsque nous évoquons ces sujets-là, et de les aborder avec le plus de rigueur possible. Alors, merci de me donner la parole. Pascal et Louis, évidemment, très beau prénom, je vous retourne le compliment. Sujet pas si délicat. Pascal, à mon sens, c'est relativement clair maintenant, hein, puisque il y a eu un non-lieu. Moi, je suis juste dégoûté. Voilà, qu'il y ait beaucoup de médias, mais aussi de personnalités médiatiques et politiques qui aient pris fait et cause pour le clan Traoré, hein, puisque toute l'affaire a été montée par ce clan, je pense qu'on peut le dire, et en première ligne, Assa Traoré, une sœur d'Adama Traoré, qui a aussi monté un business. Ça leur a permis d'apparaître à de nombreux événements, de vendre des t-shirts. Ils avaient réessayé de le faire au moment de, vous savez, la mort de Naël, là, qui est arrivée il y a quelques temps. Ils avaient réédité des t-shirts également. Donc voilà, ils sont tous tombés dans le panneau. Mais comment vous expliquez, quelle est votre analyse sur une forme de complaisance médiatique ? Moi, je parlais de cela tout à l'heure, et vous reprenez cette idée. Oui, Pourquoi, à votre avis ? Eh bien, je résumerai ça par l'adage « tous les moyens sont bons ». C'est-à-dire que l'objectif de ces gens, c'est sans doute, alors j'utilise leurs mots, mais de déconstruire la société dans laquelle nous vivons. Mais pas les journalistes, pas les journalistes. Si. Pascal, il y a des journalistes, après il faut l'accepter, il y a des journalistes qui sont là pour faire de l'information, et d'autres, j'allais dire, sur une ligne éditoriale. Voilà. Mais des grands médias qui n'ont pas envie de déconstruire, je ne vais pas les citer à l'antenne, je pense à une émission célèbre où Assa Traoré a été reçu en majesté. Celui qui l'interviewait ce jour-là, il n'a pas envie de déconstruire la société. C'est autre chose, c'est une autre explication. Vous pensez ? Moi, je pense que c'est un mélange de conformisme, de peur, de panurgisme, de réflexe pavlovien, d'être du bon côté, de la barrière. Voilà, c'est un mélange comme cela que beaucoup de journalistes peuvent avoir. Il y a sans doute un peu de ça, mais j'aimerais quand même insister sur le fait que moi, je suis un simple Français comme les autres. Hein, c'est pas Pascal. Et nous aussi, je vous rassure. Insulté. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je me suis senti vraiment insulté par ces manifestations et par ces prises de parole et de prises de position qui disaient « France pays raciste, on tue les Noirs ». Je ne caricature même pas, hein, parce que c'est littéralement des mots qui ont été prononcés par l'organisation de ces événements. D'accord. Mais parce qu'il y avait, après la mort de George Floyd, il y a aussi une volonté politique de faire de la mort d'Adama Traoré une mort de George Floyd. Et on va écouter par exemple Rodolphe Bossulu, qui était tout à l'heure sur le plateau de CNews, l'avocat des gendarmes dans l'affaire Traoré. Je vous propose de l'écouter sur le comportement de certains médias, parce que c'est très intéressant et c'est difficile d'avoir la bonne explication. Sur une base inexistante, on a construit un dossier qu'on voulait être le dossier de référence du racisme systémique prétendu des forces de sécurité intérieure. Et à partir de ce moment-là, tout le monde, en tous les cas beaucoup de médias, ont foncé tête baissée. Et le simple rappel du fond du dossier, qui doit quand même être, me semble-t-il, le point de départ, était totalement inaudible. Et aujourd'hui, nous avons une décision de justice. Certes, il en est fait appel. Que nous dit-on dans les communiqués ? Et on continue à raconter toujours l'histoire médiatique décorrélée du dossier judiciaire.
Rodolphe Bossulu, l'avocat des gendarmes dans l'affaire Traoré, au micro donc de CNews ce matin. Vous êtes bien sur Europe 1, il est 12h23. On est toujours avec Louis de Ragnel dans notre émission qui a désormais une dizaine de jours, 8 jours. C'est ça. Une semaine. Exactement, où vous pouvez intervenir, puisque c'est beaucoup votre émission, je tiens à le dire. Ce qui est intéressant sur le profil des 3 gendarmes, Louis de Ragnel. Oui, parce qu'on entend depuis le début de l'histoire que déjà c'est la police qui est raciste. Déjà, ce sont des gendarmes. Bon, bref, c'est une petite précision sémantique, mais que donc la gendarmerie, les forces de l'ordre sont racistes. Puisqu'on est dans un débat où tout est racisé, petite précision, 2 des 3 gendarmes qui sont mis en cause ont une peau de couleur noire. Donc, ils peuvent pas le faire, en tout cas au nom d'un racisme prétendu ou présumé. Simplement, une chose, moi, que je note par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure, Pascal, au tout début de l'affaire, en fait, l'affaire émerge uniquement avec la version de la famille Traoré. Et il a fallu attendre 2020, avec une enquête d'une dizaine de pages de Valeurs Actuelles, pour avoir la vérité un peu différente, avec toute la vérité, et qui a pu... C'était une enquête qui a pu avoir accès à certaines sources, et où le sujet était un peu rééquilibré. Et moi, je me souviens quand même à cette époque, il y avait des choses qui étaient quand même assez établies. C'est-à-dire que les réseaux d'Assa Traoré, elle est très intelligente, Assa Traoré. Elle a composé à la fois avec donc des militants, il y avait des salafistes qui étaient autour d'elle, il y avait des politiques. Il faut se souvenir qu'il y avait des élections quelques semaines plus tard. Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, Olivier Besancenot se sont précipités parce qu'ils se sont dit il y a un électorat à prendre. Si vous voulez, c'était assez simple. Il y a la jeunesse des banlieues martyrisée par la police raciste et qui n'aime pas les banlieues. Et donc il y a eu cette espèce de convergence des luttes. Avec on a la liste d'ailleurs de toutes les associations aussi d'ultra-gauche, Alternative Libertaire, 13 en lutte, plus toutes les stars, les personnalités médiatiques, Black M, Youssoupha, Nekfeu, Morset, Omar Sy. Donc il y avait un cocktail avec toutes ces personnes qui soutenaient. C'est intéressant effectivement de démonter cet espace médiatique, comment il fonctionne. Alors Louis va rester peut-être avec nous et Philippe voulait intervenir parce que c'est intéressant d'avoir en même temps des avis divergents sur ce sujet. Bonjour Philippe. Bonjour, ça va? Et vous? Ça va. Bah écoutez, vous avez l'air en pleine forme. C'est la rentrée. Vous bossez en ce moment ou vous êtes en vacances? Non, j'ai repris aujourd'hui. Vous avez repris aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites, Philippe? Routier. Bon, et vous avez pris combien de vacances? 1 mois. 1 mois, c'est bien. Vous étiez où? Qu'est-ce que vous avez fait? Là, je suis en Belgique. Oui, mais pendant les vacances, vous avez fait quoi? Écoutez, pas grand-chose. On a fait des travaux à la maison. Vous n'avez pas bougé? Bon, on est parti quelques jours chez des amis, mais rien de folichon. Bon, votre avis sur cette ordonnance de non-lieu proposée par des magistrates? Ce que j'en pense, en fait, c'est... quelque part, je me dis, il n'y a rien d'étonnant, parce que je trouve quand même qu'il y a une impunité envers la police au niveau de la justice. Donc... comme là, il y a eu des effets d'annonce avec des policiers qui ont été mis en examen parce qu'ils auraient malmené des comment on appelle ça, des émeutiers. On en entend parler sur le coup, mais après on n'en entend plus. Et les gens, ils ont la mémoire courte. Mais vous trouvez par exemple que le gendarme qui a tué Naël, il s'est retrouvé en prison? Vous trouvez que la justice n'a pas été assez sévère avec lui? Non, mais là, déjà, on parle d'un meurtre. C'est pas un meurtre, c'est pas... Écoutez, il a quand même tué sur un gamin de sang-froid. D'ailleurs, sur le plan juridique, alors sur le plan de sang-froid, non. Bon, l'enquête le déterminera. Ce que je veux vous dire, c'est que ce qui est intéressant sur ces sujets, c'est que tout le monde a parfois un avis, alors que l'enquête n'est même pas achevée. Ce qui est possible, la qualification est d'homicide, sans doute volontaire. En l'espèce. Shoot-le, c'est plus quand on dit shoot-le, c'est bien volontaire, hein, c'est pas accidentel. Maintenant, c'est ça qu'il faudra déterminer et que l'enquête déterminera. Mais de toute façon, c'est pas. Enfin, si vous prenez déjà, on va dire, rien que l'épisode des Gilets jaunes, où il y a beaucoup de personnes qui ont contacté l'IGPN parce qu'il y a eu des violences policières, il y a eu très peu
de condamnation, voire quasi Bon, pas du tout. on marque une pause et je cherchais pendant que vous parliez la qualification précise de la mise en examen du policier donc qui a tué Naël, et il est mis en examen pour homicide volontaire après donc la mort de Naël. On marque une pause parce qu'il est 12h28. 29. C'est le principe d'avoir des opinions divergentes, et Philippe manifestement en avait une qui était différente à la fois de celle de Louis Dragnel et de notre premier auditeur. On revient tout de suite, c'est un sujet extrêmement grave. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro jusqu'à 13h sur Europe 1. Europe 1, Pascal Pro. Vous écoutez Pascal Pro et vous jusqu'à 13h et vous avez la parole, n'hésitez pas. Réagissez au 01 80 20 39 21, Pascal. Et je précise, Philippe, que c'est vous qui aviez raison lorsque vous parliez de meurtre, puisqu'un homicide volontaire est qualifié également de meurtre et qu'il est passible de la cour d'assises. Puisque c'est dès lors un crime. Philippe, je vous redonne la parole, peut-être pour donner votre sentiment, non pas global, mais précisément sur cette affaire. C'est ça qui m'intéresse. Je pense quand même que, il y a eu énormément d'expertise. Ça fait quand même pas mal de temps que cette affaire a démarré. Moi, je pense que, ce gamin à l'époque, on va dire, il s'est pas fait ça tout seul. Et après, on sait très bien. Le gouvernement va dire que c'est pas vrai. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de parler à Monsieur Darmanin quand vous étiez sur l'autre antenne, qui m'a dit que les violences policières n'existaient pas. Mais il peut exister des violences de policiers, mais je récuse comme lui le terme de violence policière parce qu'elle n'est pas systémique. Mais vous aurez toujours la possibilité d'un policier qui effectivement fait une bavure. D'ailleurs, dans le temps, on appelait ça une bavure, et ça existe. On ne parlait pas de violence policière jadis. Non, mais bavure, ça veut tout dire et rien dire. Bavure, si, ça veut dire... Une violence policière, le terme, il est bien là. Il y a des violences. Il y a des violences de policiers. Ça peut exister, mais pas là. D'ailleurs, est-ce qu'on sait les conditions de la mort d'Adama Traoré, Louis de Raguenel? Oui, alors je vais essayer de faire court, mais donc après son interpellation, parce que Adama donc avait pris la fuite, les gendarmes essayent d'interpeller son frère et voient quelqu'un qui prend la fuite, ils ne le connaissent pas et donc ils le prennent en course. Adama demande à faire une pause pour reprendre son souffle. On est en plein été, il y a un soleil de plomb. Les gendarmes sont essoufflés, donc disent oui, ça leur permet eux aussi de reprendre leur souffle. Et ensuite, en fait, un ami d'Adama Traoré le voit entre les mains des gendarmes et donc donne un coup à l'un des gendarmes. Adama ça lui permet de fuir et donc d'échapper aux gendarmes. Il entre alors illégalement au domicile de quelqu'un, se cache allongé par terre, enroulé dans un drap. Là, une autre équipe de gendarmes arrive, immobilise. Il y en a un qui immobilise ses jambes, les deux autres, chacun les bras. L'interpellation dure entre 30 secondes et 1 minute. Il est menotté, essoufflé. Il se lève tout seul. Il sort debout de l'appartement, donc il n'y a pas eu de plaquage ventral, ça pour le coup ça a été attesté par la justice. Le trajet est très court, donc il est mis dans la voiture des gendarmes. Le trajet dure 1 km jusqu'à la brigade de gendarmerie de Persan. À l'arrivée, les gendarmes voient que Adama est assoupi, qu'il y a une tache d'urine sur son siège. Ils appellent immédiatement les pompiers et le SAMU. Il est placé en position latérale de sécurité dans la cour de la brigade de gendarmerie. Il est toujours menotté, et ça, typiquement, ça fait l'objet de polémiques. Pourquoi est-ce qu'il était encore menotté? Parce qu'il avait tenté par 2 fois d'échapper aux gendarmes. Le constat, le diagnostic du médecin du SAMU est clair. Voilà, Adama est mort. Mais ce qu'il faut aussi savoir... Donc dans le transfert. Il est mort pendant le transfert, mais ça c'est pas des petits détails. Ce qu'on a su après, et d'ailleurs les gendarmes, au moment où Adama est menotté en position latérale de sécurité au sol de la gendarmerie, il y a son frère donc Bagui qui était celui qui était vraiment recherché par les gendarmes, qui arrive dans la brigade et qui crie attention, attention, mon frère Adama est malade. Et en fait, effectivement, il a été attesté ensuite que Adama Traoré souffrait d'insuffisance cardiaque et qu'il était atteint de drépanocytose. Voilà. Ensuite, sur lui, on retrouve du cannabis et 1300 € d'argent en liquide. Ça n'a pas à voir avec les circonstances de sa mort, mais voilà, Adama Traoré, en tout cas, il est avait donc des mort dispositions. Dans le transfert entre l'endroit où il se réfugiait Exactement. et l'endroit où il allait, vous dites 1 kilomètre, il allait dans la caserne des gendarmes. C'est bien ça. Absolument. Bon, je vous remercie grandement, Louis Dragnel. On a pu faire un tour d'horizon assez précis sur ce sujet. Je remercie Philippe également. Et j'avais reconnu votre voix, Philippe. Vous étiez effectivement un fidèle d'une émission que nous fîmes jadis sur une autre antenne.
Du coup, j'aime tellement vous donner la contradiction que je vous ai suivi. Mais alors, d'abord, vous avez raison, et moi, j'aime rien tant qu'on me donne la contradiction. Mais quand elle est argumentée, c'est ça qui est intéressant, de pouvoir échanger ensemble. Puisque on parle parce qu'on n'est pas d'accord. Autrement, on pourrait parler d'ailleurs en étant d'accord, mais c'est parfois plus rigolo de parler lorsqu'on n'est pas d'accord avec les uns et les autres. Bonne saison à vous, puisque vous reprenez. Oui, merci beaucoup. J'entends le clignotant derrière. Mais c'est ça, en fait, c'est ce que j'ai dit à Olivier, c'est que je me suis arrêté sur le bord de la route pour pouvoir manger. Donc, on se met en sécurité, on met les warnings écoutez, quand même. Bon déjeuner. Vous déjeunez dans votre camion ? Oui. Mais il fait chaud, là. Il y a la clim, j'imagine, d'ailleurs, dans votre camion. Ouais, il y a la Est-ce que c'est indiscret de vous demander, par exemple, ce que vous déjeunez ? Alors là, c'est des plats froids. Bah oui. Et c'est quoi comme plat froid ? Alors, œufs durs, macédoine, mortadelle, salami. Et qui est-ce qui l'a préparé ? Vous l'avez acheté tout fait ou c'est préparé ? Non, je l'ai acheté tout fait. D'accord. Bah écoutez, vous nous donnez envie de déjeuner. Vous aimez le salami, monsieur ? Le salami, oui. je ne suis pas certain de savoir ce que c'est. Je réfléchis là, mais... Le salami, oui. C'est dans le même mot, bien sûr. C'est pas un ami qui ne serait pas propre. C'est le salami. C'est quoi le salami ? C'est de la charcuterie. C'est une sorte de saucisson. Une sorte de mortadelle, quoi. Ouais, moi, je suis pas un fan du salami, pour tout vous dire. Ah bon, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que en général, je suis pas un fan du saucisson. Qu'est-ce que vous déjeunez le midi, Pascal ? Je déjeune légèrement, un peu à la cantine. D'ailleurs excellente, que je découvre d'Europe 1. Des pommes de terre. Je peux prendre... D'ailleurs, je suis assez fier de vous. Vous avez changé vos habitudes alimentaires qui étaient assez catastrophiques le midi, on peut le dire ou pas ? Oui. Mais là, maintenant, vous déjeunez correctement. C'est-à-dire qu'avant, on était près d'un restaurant de restauration rapide. Très rapide. Qui était très rapide, où on pouvait prendre des frites et des hamburgers. Ah oui. Et là, effectivement, on nous donne dans la cantine d'Europe 1 pourquoi pas du melon, des choses un peu plus légères. C'est très équilibré. Pourquoi pas, oui. Très équilibré. Vous êtes un homme nouveau, c'est bien. En plus, alors c'est pas très cher à chaque fois. Je sais pas si on a un prix ou pas, mais on paye. Si, tout dépend. Tout dépend. Tout dépend du salarié. Ah bon ? C'est ça donc. Écoutez, peut-être que vous payez plus que moi. Vous payez le triple de nous. À la cantine d'Europe 1 est en fonction du salaire. Exactement. Heureusement. C'est pas vrai. Heureusement. Ah bah dites donc, alors ça je ne savais pas. Oui, puisqu'elle est en partie subventionnée par c'est ça. l'employeur. Mais écoutez, alors Fabrice, Merci, Fabrice. Écoutez, alors franchement, on dit tout aux auditeurs. On va comparer la prochaine fois. On dit tout aux auditeurs. Bon, il est 12h39. Merci Louis. Merci beaucoup. Merci beaucoup.